Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau BADA, ce nouvel épisode de notre supplément culturel, si c'est pour la culture. On a déjà donné BADA, pendant lequel je reçois le baryton basse Jean-Philippe Lafont. Jean-Philippe Lafont, bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Jean-Philippe, nous avons parlé d'un certain nombre de sujets, votre formation, les différents rôles, la manière dont vous avez conçu et quelquefois pas conçu, mais plus subi la situation qui est celle d'un artiste lyrique. Mais j'aimerais que nous parlions d'une activité qui est de la vôtre aujourd'hui, qui vous prend beaucoup de temps aujourd'hui, à laquelle vous avez, je crois, toujours tenu, qui est l'activité d'enseignement. Vous avez raconté comment vous étiez entré dans l'art lyrique avec zéro formation. Et comment vous avez dû apprendre tout, y compris à regarder une partition, et puis travailler le rythme, enfin, vraiment de base, tout ça à un âge où on n'a pas forcément une très grande souplesse en matière d'apprentissage, parce qu'à 20 ans, on n'aime pas beaucoup qu'on vous enquiquine à vous dire 1, 2, 3, 4, et des choses de ce genre. Bon, aujourd'hui, qui sont les gens, où sont les gens, où recevez-vous les gens auxquels vous enseignez, qui sont les gens auxquels vous enseignez, et en quoi les trouvez-vous semblables et différents du jeune homme de 20 ans qui a dû apprendre que les pipes, c'était pas des pipes, mais des noirs, ou des croches, ou des doubles croches? Jean-Philippe Lafont. Je suis depuis le mois de septembre, et grâce à sa nouvelle directrice générale, Muriel Hurel, donc je suis professeur à l'école normale de musique de Paris. Muriel Hurel, je souligne et je le répète, une très grande directrice qui se donne corps et âme pour la grandeur de cette école. Déjà grande avant son arrivée, mais qui va encore prendre de l'importance parce que là, elle part par exemple en Chine pour faire à Shanghai le plus grand conservatoire de Chine, pour faire une collaboration, pour établir une collaboration qu'elle a déjà établie à Montréal et qu'elle va établir à New York, n'est-ce pas? Donc, je suis très heureux d'être dans cette maison, la maison de Cortot, n'est-ce pas? Et j'ai la chance d'avoir de brillants sujets, de brillants chanteuses et chanteurs, et notamment des barytons. C'est comme ça se trouve comme cela. C'est pas parce que j'étais baryton, je le suis toujours, que des barytons sont venus, ou peut-être que c'est pour cela, je ne sais pas. Mais pour répondre à votre question, entre les 20 ans de Lafont et les 20 ans de mes coréens, japonais, chinois, taïwanais, il y a une grande différence parce que ils sont déjà plus éduqués. Je ne sais pas d'où ils viennent véritablement. C'est des gens que j'ai pris à leur âge, d'une trentaine d'années, donc il y a quelques mois, des filles et des garçons, encore une fois, très, très préparés, très bien préparés. Alors, pour répondre pertinemment à votre question, il aurait fallu que je sache à 20 ans où ils en étaient, ça je ne sais pas. Mais il me semble quand même que dans les nouvelles générations, il y a une réflexion que nous n'avions pas. On avait un potentiel vocal, un potentiel de présence dramatique, une carrure, un charisme, et tout cela lié, ou délié d'ailleurs,
en friche. Mais eux ont une discipline, me semble-t-il, les nouvelles générations, une discipline plus, allez, allons-y, plus intelligente, et vécue d'une façon plus intelligente, je dirais, plus posée. Alors, est-ce qu'ils ont les mêmes possibilités, les mêmes... à une époque, on disait oui, mais les nouvelles générations, ils n'ont pas les voix d'avant. Avant, il y avait des voix extraordinaires, des voix massives, des voix puissantes, des grandes gueules, quoi, il faut bien le dire. Aujourd'hui, c'est plus des musiciens, c'est plus... Ça, c'est les méchants qui parlent comme ça. Ils ont aussi de très belles et grandes voix, je dois dire. Mais il y a plus de... Je sais pas, il y a quand même plus de réflexion à la base. Et encore une fois, réfléchir avant d'agir. Je crois qu'ils réfléchissent plus que nous réfléchissions. Vous avez nommé parmi vos élèves de l'École normale de musique beaucoup de chanteurs et de chanteuses qui viennent des pays d'Asie. Ça, par rapport à vos débuts, même à vos débuts de chanteur, même pas à vos débuts d'apprenti, c'est une nouveauté. La présence d'artistes venus des pays d'Asie. Et qu'est-ce que... Il n'y en avait pas de votre temps, enfin du temps de vos débuts. Vous en avez fréquenté un certain nombre, vous en fréquentez aujourd'hui comme professeur et ils sont vos étudiants. Qu'est-ce que vous diriez pour caractériser leur manière d'aborder ce métier d'artiste lyrique ? D'abord, les frontières sont ouvertes depuis pas mal de temps maintenant, quand même. Même à mon époque, même les Américains, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il y avait peu d'étrangers, en définitive. Il y avait beaucoup non-européens. De non-européens, c'était ça, les étrangers. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. De non-européens, mais même de nationalités autres que françaises. Hein. Il y avait beaucoup de Français. Hein. Des Français, des Italiens et des Allemands, quand même. Oui, mais moins que maintenant, quand même. Maintenant, tout le monde arrive, quand ils ont les moyens, ils réussissent, ils reviennent, et c'est formidable, ça. Ce qui est un petit peu difficile, c'est qu'il y a moins de travail qu'avant, et qu'il y a plus de... Il y a plus de candidats, il y en a davantage. Donc, ça, c'est un peu compliqué pour ceux qui ne sont que bons. Maintenant, il faut être excellent pour réussir. Voilà. Alors... c'est souvent dans la musique instrumentale, on vante la maîtrise technique des gens qui viennent des pays d'Asie. Est-ce qu'on dirait la même chose pour l'art lyrique ? Oui, il y a une technique. Ceux avec lesquels je travaille, on me dirait encore une fois, ils ont 30 ans, 25, 27, 28, 29. J'en ai pas de 20, 22, 23. Bon, je ne les ai pas au départ. Il y a déjà une base solide, une technique, une technicité, je dirais, qui est là. Dont on parle plus fréquemment au sujet des pianistes, par exemple. Les pianistes venus d'Asie sont des... ou les cordes aussi, c'est absolument incroyable au niveau technique, au niveau précision, au niveau maîtrise de leur instrument, vocal ou autre, n'est-ce pas ? Ils nous ont apporté cela, ils nous ont apporté cette obligation de ne pas se satisfaire uniquement de sa propre nature. Quelqu'un qui a des moyens naturels formidables, je pense qu'il aura le devoir de travailler encore plus que celui qui a moins de moyens. Il ne faut pas se dire « Oh oui, toi, tu as la voix du siècle, tu as les mains de Dieu, tu n'as pas à bosser. » C'est pas vrai. Il a encore plus à travailler que celui qui n'est que moyen. Voilà.
Alors, quels que soient vos étudiants, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient garçons, qu'ils soient filles, qu'ils soient plus portés vers un répertoire que vers un autre, est-ce qu'il y a un certain nombre de choses qui vous, que vous avez toujours à reprendre, à enseigner, à mettre en tête de votre enseignement avec eux? Le mot. Avant de faire chanter quelqu'un, je lui fais parler son texte. Je veux tout comprendre. Et pas uniquement comprendre le sens du mot, mais comprendre le sens du mot. Aller au plus profond du mot. Le mot, c'est une petite boîte à malice. Tout le monde, si vous entendez quelqu'un chanter français, sauf si évidemment il chante fort mal, mais vous comprendrez à peu près ou tout à fait ce qu'il est en train de chanter. Mais ça ne suffit pas. Il faut que vous chantant le mot, la phrase qui est la succession de mots, il faut qu'il vous amène à lui par rapport à vos préférences, par rapport à votre sensibilité. Un mot, pour vous, sera compris autrement que par moi ou que par un autre, le même mot. Donc, et ça, c'est le devoir de l'artiste, c'est le devoir du comédien, du chanteur, enfin, de l'artiste en général, qu'il soit chanteur, comédien ou peintre ou écrivain, n'est-ce pas ? Donc je le fais parler. Pour les Asiatiques, évidemment, j'essaye quand même de les faire parler dans un français déjà convenable, que l'on va comprendre, n'est-ce pas ? Pas gêne et puis sortir de cette forêt. Donc, parler comme on doit parler le français. Bon, on passera sur un petit peu l'accent, mais en fait qu'on comprenne exactement ce qu'il est en train de dire. Et surtout, qu'il comprenne lui-même, non pas le sens du mot, mais qu'il comprenne l'essence du choix du mot, du compositeur ou du librettiste. Donc, Denise m'a fait parler pendant 6 mois, Golo, cher Philippe Meyer. Je ne pourrai plus sortir de cette forêt. Dieu sait jusqu'où cette bête m'a mené. Jusqu'au bout. Et ce faisant, j'ai aussi mémorisé le texte des autres. Parce que son propre texte ne suffit pas. Parce que vous parlez à vos collègues qui sont sur la scène, qui sont avec vous, qui suivent le même chemin des airs, des actes, pour aller jusqu'à la fin et la mort de Mélisande. Donc il faut tout connaître, il faut tout comprendre. Il faut comprendre son mot, le mot du mot et les autres. Donc il ne suffit pas de chanter. Quand on est chanteur, il suffit pas. Ça ne m'intéresse pas d'entendre un chanteur chanter tout de suite. Un jour, je faisais travailler une Arménienne, la Lucia. Parle pas français. Superbe voix, très joliment chantée. Le français n'était pas mal, malgré tout. Et à un moment donné, je lui dis, bon, maintenant, parler en anglais d'ailleurs, maintenant, je lui dis, tu vas me parler ton texte. On aurait dû faire l'inverse. D'abord parler le texte et chanter après. Elle a commencé à le parler, et au bout de une phrase et demie, plus de mémoire. Elle ne savait pas. Et elle retrouvait les mots en faisant par la musique. C'est absolument contraire à ma vocation d'enseignant et de guide. Chaliapine, c'était quand même un personnage, sans dire quand même exceptionnel, a toujours dit « Je ne chante jamais un rôle que je n'ai pas au préalable parlé ».
Et quand on parle, et je fais aussi ce travail avec les politiques et les chefs d'entreprise qui veulent améliorer leur discours, il faut trouver je dirais, la dynamique des mots. Il faut aussi trouver l'intérêt de la consonne qui ouvre et qui vous propose le mot. Et ensuite, le mot qui est magnifié par la voyelle. Parce que la consonne en elle n'est pas belle, la consonne. C'est la... je dirais que c'est le vecteur pour vous proposer le mot. Vous c'est pas beau ça, pro. Ça commence à être beau à o. Proposer. Proposer. Mais si vous dites proposer, c'est ce que font parfois des chanteurs qui ont de très belles voix et tout, hein. Mais proposer. Voilà. Quand j'ai commencé à chanter Aïda en Italie, avec Maria Chiara, à l'époque, il y a 40 ans, on peut en parler, la voix était magnifique de Maria Chiara. Mais pendant la première répétition, du duo notamment, à Monastro, Aïda à Monastro, je me suis trompé 20 fois. Et elle me dit, il faut apprendre son rôle, monsieur. J'ai dit, madame, je l'ai très bien appris. Mais simplement, je ne comprends rien à ce que vous faites. Vous êtes italienne ou pas ? J'ai failli être viré d'ailleurs ce jour-là. Je ne comprends rien. Vous avez une voix magnifique, vous chantez merveilleusement, mais vous ne chantez pas les mots. Vous faites des vocalises. Il n'y avait pas une consonne qui venait déterminer le début d'un mot et le début de l'autre qui suivait. Et puis même la fin d'un mot. Je dis souvent à mes élèves, faites attention au mot hélas. Hélas. Et là, ça veut rien dire. Ou alors ça veut dire et, virgule, là. L-A avec un accent. Mais pas hélas. Donc, soignez le S. Donc, soignez la consonne du début, et en l'occurrence là, la consonne de la fin. Hélas. Là, on a compris, hélas. Donc, c'est un travail. Le travail du chanteur, c'est d'abord un travail de comédie, quoi, définitivement. Alors, vous venez de parler de la nécessité, évidemment, dans ce monde, de connaître le texte, de le maîtriser, de le prononcer en le rendant intelligible. Et là, vous parliez du texte chanté. Si on inverse la situation, parce que il y a souvent dans les opéras, soit du Sprechgesang, du parler chanté, donc il faut interpréter aussi, soit des récitatifs. Et souvent, c'est un moment dans lequel le chanteur lyrique n'est pas à son meilleur. Pour rester dans la litote, c'est pas le récitatif de Figaro au 4e acte des noces, le tutto è disposto. Souvent, mais ça, vous le faites travailler aussi, cet aspect des choses. Aussi et surtout. Oui. Il faut trouver une dynamique, une rythmique, et puis par exemple, là vous venez de dire tutto è disposto, l'ora dovrebbe essere vicina. Bon, le récitatif du dernier air de Figaro, des noces. Comme je leur dis, bon, ça va être un petit exemple rapide là ce matin, mais je leur dis, faites très attention au double en italien. C'est pas tutto. Et très souvent, pas les Italiens évidemment, mais les Français notamment, tutto disposto. Ça veut rien dire, tutto disposto. Tutto è disposto. Tutto. Les doubles sont très importants. Elles sont très importantes aussi en allemand, d'une autre façon. Et en français, on n'a pas le devoir de doubler les consonnes. Mais Irène Aïtov, avec qui j'ai beaucoup travaillé, la grande Irène Aïtov, qui a fait travailler Baquier, elle n'était pas très grande, mais elle était très grande par le talent. J'ai appris tous les Mozart avec elle. Et le Pelléas, hein. Elle me dit, tu vas dire Pelléas, Mélisande, tu vas pas dire Pelléas. Et alors je lui dis,
un peu timidement, mais en français, il me semble qu'on ne double pas les consonnes. Elle me regarde, me dit, mais Pelléas n'est pas un mot français, c'est un nom. Et les noms propres, on en fait ce qu'on veut. Et il faut en faire joliment usage. Donc tu vas me dire, s'il te plaît, Pelléas. Un mot d'hommage à Irena Itov, puisque vous avez mentionné son nom, c'était une toute petite femme qui avait été le premier chef de chant du Festival d'Aix et qui avait été la dernière accompagnatrice d'Yvette Guilbert et qui, à propos de ce que vous venez de dire, disait, je l'ai entendu dire à des comédiens, d'ailleurs, à des apprentis comédiens, à leur expliquer que on peut tout faire avec sa voix à partir du moment où on en connaît les limites et où on en maîtrise la technique. Et elle prenait l'exemple d'Yvette Guilbert en disant, ce qui était à peine exagéré, Yvette Guilbert, dont il faut rappeler que on louait des wagons de chemin de fer entiers pour aller l'entendre aux États-Unis. Yvette Guilbert qui a fasciné Freud et qui était un personnage, et Proust, elle avait un octave. Et c'était pas une chanteuse, c'était une diseuse. Mais c'était une diseuse tellement bonne diseuse qu'on pouvait, je reprends là en le résumant ce que disait Irena Itov, qu'on pouvait croire qu'elle chantait. Alors qu'en fait, elle ne faisait que dire avec le rythme et la musique. Et c'était, je l'ai malheureusement moins connu que vous, mais je l'ai vu travailler et c'était une formidable dame. Jean-Philippe Lafont, nous allons nous retrouver pour un dernier entretien sur l'autre partie de votre activité d'enseignement dont vous avez fait mention tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui consiste à apprendre aux gens qui en ont besoin à se servir de leur voix. Et parmi vos élèves, il en est un illustre, je remarque que je double la consonne, que nous allons nommer. Merci et à la semaine prochaine.